que la dernière fois, j'ai fait une vidéo. Celle-ci va être la suite de ce que j'ai dit précédemment, à savoir que la jeunesse togolaise et d'une manière générale la population togolaise ne doit pas se sentir déçue et ne doit pas se résigner en face de la dictature, la tyrannie franco-gnassingbé qui régente le Togo depuis 1963. Parce que la résignation, tout d'abord la déception, confinant à une sorte de résignation serait fatale pour nous, dans la mesure où ce régime est dans une logique stratégique de conservation du pouvoir. Et ce régime ne reculera devant aucun obstacle pour conserver le pouvoir, le garder férocement et continuer l'exercice du pouvoir dans les conditions chaotiques que nous connaissons depuis que ce régime est né, en faisant en sorte que la population togolaise ne puisse pas connaître le bonheur et ses responsabilités devant l'histoire, de sorte à progresser et à faire progresser sa situation morale et matérielle. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous devons nous réarmer pour recommencer le combat. Recommencer le combat sous une nouvelle augure, de sorte à faire en sorte que l'insurrection populaire puisse devenir une réalité au Togo et puisse gagner véritablement face à ce pouvoir qui manifestement n'est pas invincible. Pour le moment, étant donné que nous avons pris de mauvaises voies, un mauvais chemin pour combattre un régime tyrannique de type colonial, notamment par la voie de l'élection et du dialogue, évidemment que ces voies-là ne peuvent conduire qu'à la solution ou à la situation que nous connaissons actuellement. C'est pour cela que nous devons convoquer toutes les intelligences actuellement pour analyser de nouveau la situation et percevoir ce régime dans sa réalité, qui est que ce régime est la parfaite continuité de la situation et du gouvernorat colonial que nous avons connu et que nous connaissons toujours en Afrique, parce que tous les pouvoirs africains d'aujourd'hui sont la continuation du gouvernorat colonial que nos territoires africains ont connu. Donc, à partir de cette perception, à partir de cette réalité des pouvoirs africains et particulièrement du pouvoir togolais, nous allons pouvoir définir les armes par lesquelles nous allons les combattre en Afrique et le combattre au Togo. Si nous faisons cet exercice, nous serons capables de vaincre ce régime, car ce régime n'est pas du tout invincible. Ce régime s'entoure du mythe de l'invincibilité, de la toute-puissance invincible, alors que ce régime est l'un des régimes les plus fragiles en Afrique et dans le monde aujourd'hui, parce que ce régime ne dispose d'aucun soutien, ne dispose d'aucune base populaire, d'aucune assise populaire dans le pays. Ce régime n'est fondé que sur un petit groupe, un petit noyau au sein de ce qu'ils appellent l'armée, et à l'extérieur de cette armée,
c'est ça qui lui permet de tenir jusqu'à présent. Donc, étant donné que nous sommes la majorité et que ce peuple n'a pas donné son consentement à ce pouvoir, n'a jamais donné son consentement à ce pouvoir est très très fragile. Et donc, il va falloir jouer avec cet élément fondamental qui est que le peuple togolais n'a jamais adhéré à ce régime-là et n'a jamais donné son onction à ce régime. Donc, ce facteur-là, cet élément de non-adhésion populaire à ce pouvoir-là est un facteur, est un élément très important dans la stratégie que nous devons définir, puisque la stratégie qu'il faut définir face à ce type de régime, qui est un régime tyrannique, héréditaire, de type colonial, étant donné que la solution à ce régime se trouve dans l'insurrection populaire, dans la révolution populaire, il va falloir évidemment partir de cette réalité qui est que le peuple togolais n'a jamais donné son onction à ce régime et jouer avec cet élément important. Donc toute la stratégie révolutionnaire qui va être mise en place ou qui doit être mise en place contre ce régime doit saisir cet élément important qui est la non-adhésion des populations à ce régime-là. Donc, si la stratégie révolutionnaire est ce qui est retenu, ou est la clé face à ce type de régime, toutes les tactiques qui doivent découler de cette stratégie doivent nécessairement partir de l'étude du terrain. D'abord, c'est-à-dire que la géographie va être l'élément le plus important dans le déploiement tactique que le mouvement révolutionnaire va pouvoir, disons, saisir et mettre en évidence. Donc l'élément géographique ici est un élément très important pour nous. Et comme la géographie englobe à la fois le cadre physique, le cadre climatique, le cadre démographique et humain, nous devons saisir tous ces éléments-là pour pouvoir combattre ce régime de manière efficace. Ça veut dire que toute l'action révolutionnaire qui va se dérouler face à ce régime doit partir de l'ensemble de ces éléments que je viens d'indiquer. Voyez? Donc, premier élément, l'élément de la géographie physique. Donc, une étude du terrain s'impose pour saisir l'implantation des différents éléments qui constituent ce régime-là. Et je viens de dire que l'un des éléments les plus importants sur lesquels se fonde ce régime, c'est sa capacité à utiliser la violence étatique. Donc, à mettre en évidence la force brute au travers de l'armée et des milices et de l'instrument policier. Donc, premier élément à saisir par le mouvement révolutionnaire, ça va être l'étude du terrain en termes de capacité ou en termes de couverture territoriale de ce régime par les éléments de la violence étatique. Donc, ça veut dire concrètement qu'on doit savoir où se situent les éléments de la violence étatique. Quels sont les différents points stratégiques, quelles sont les différentes localités qu'occupe cet ensemble-là. Donc, je ne vais pas développer plus longtemps ceci, parce que ça, c'est des éléments tactiques qui restent très importants à garder à l'esprit. Mais je donne simplement les grandes lignes pour que vous puissiez saisir ce à quoi correspond la réalité insurrectionnelle et révolutionnaire dont
nous parlons. Donc, je ne vais pas donner plus d'éléments, mais simplement faire une étude du terrain pour savoir où sont localisés les différents éléments de la violence étatique et milicienne déployée par ce pouvoir et construire la riposte. Deuxième élément, c'est la mobilité de ces éléments-là. Quels sont les axes et les itinéraires empruntés par cet élément, ce dispositif de la violence étatique et milicienne pour s'abattre sur les populations. Ça doit être étudié. Ça doit être étudié. On doit savoir les itinéraires que prennent ces différents éléments. Et c'est en fonction de cela que nous aurons à définir les voies et moyens pour pouvoir soit contenir ces éléments, le déploiement de ces éléments, les neutraliser et troisièmement, évidemment, les détruire. Voilà, pour pouvoir faire passer la force populaire, Voilà, ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément va être notre capacité à utiliser les éléments climatiques. Donc, il faut voir quel est le temps qu'il fait. Quand est-ce qu'on doit déployer l'ensemble de ces éléments-là, étant entendu que notre pays est dans une zone climatique bien définie. Donc, il faudra saisir ces éléments climatiques pour pouvoir les jouer efficacement et jouer là-dessus de sorte à gagner la bataille concrètement sur le terrain. Donc ça aussi, je ne vais pas donner plus de détails, mais ces éléments-là doivent être pris en compte également dans la stratégie insurrectionnelle qui vient. Le quatrième élément, qui est l'un des derniers éléments, c'est dans le troisième élément, dans l'élément géographique, c'est l'élément de la démographie. Donc l'élément de la démographie qui est l'élément très important dans la stratégie insurrectionnelle, ça veut dire simplement que nous devons être en mesure de nous compter d'abord, de savoir quel est notre nom et comment est-ce que nous organisons toute cette masse-là. Donc, dans la réflexion sur l'élément démographique, il y a la question de l'organisation, de la structuration, de la planification et de l'évaluation. Ça veut dire que si nous confions des tâches à des groupes précis d'hommes et de femmes, nous devons être en mesure d'évaluer ce qui est fait, corriger les failles, renforcer les capacités de ces groupes-là, et tout ceci dans une logique de planification stratégique bien huilée. Donc, ce qui pose problème ici, c'est que nous devons être en mesure de construire un ensemble d'éléments qui prennent en compte les 4 éléments géographiques dont je viens de parler. Et donc, cela demande une intelligence stratégique au sommet. Une intelligence stratégique au sommet qui soit capable de combiner l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir arriver au résultat. Donc, nous avons du boulot à faire, à accomplir dans ce domaine-là. C'est pour cela que l'organisation de l'insurrection ne peut pas, ou la question même de l'insurrection ne peut pas être confiée à des amateurs ou à des gens qui parlent sans savoir exactement ce dont il est question. Voyez? Donc, les solutions
se trouvent dans l'histoire, il faut les connaître, il faut les chercher. Il y a des lois de l'histoire qui font que l'action insurrectionnelle, populaire, révolutionnaire doit être, disons, mise en œuvre par des gens qui connaissent les règles. Donc ici, il s'agit de trouver les compétences, de les faire travailler ensemble et de les amener à l'implémentation de toutes les théories qui sont étudiées sur le terrain de manière concrète. Donc, il y a dans la phase qui va s'ouvrir une phase théorique que le Moltra a fait depuis des années, un travail théorique qui a été fourni depuis des années par le Moltra et quelques autres individus ou groupes que nous devons être en mesure d'identifier et de rassembler dans un mouvement patriotique révolutionnaire et ensuite produire de la matière et troisième étape, aller sur le terrain pour mettre en œuvre cette théorie-là. Donc, voilà un peu quelques éléments que je voudrais aborder ce soir avec vous, tout en précisant que, encore une fois, l'élection n'est pas le moyen par lequel un régime comme celui du Togo et ce que nous avons dans les enclos coloniaux africains abusivement appelés territoires ou États africains, l'élection n'est pas l'outil adapté pour pouvoir, disons, neutraliser ces régimes-là et permettre au peuple de pouvoir se redéployer et reconstruire l'Afrique qui a besoin d'être reconstruite de manière urgente. Voilà. Donc, si nous continuons à perdre notre temps dans sur des questions électorales infondées, sur des questions électorales qui ne sont que, disons, des cirques électoraux cycliques qui sont organisés pour amuser la galerie, alors que le peuple n'a pas du tout les clés et les instruments disons, de la décision entre ses mains, eh bien, nous allons perdre beaucoup de temps et nous allons fatiguer notre peuple. Nous allons le pousser à la déception et même le pousser à la résignation parce que nous ne combattons pas ces régimes avec les bons outils. Et les bons outils, ils ont l'outil adapté à ce type, à ces régimes que nous avons en Afrique, qui sont la parfaite continuité coloniale dans nos territoires, c'est l'outil de l'organisation insurrectionnelle populaire, la révolution populaire. Et ça, nous pouvons les planifier, nous pouvons planifier ces actions-là en tenant compte des éléments géographiques que je viens d'indiquer. Ensuite, au-delà de ces éléments géographiques qui sont, disons, des éléments locaux sur lesquels nous allons jouer, ou que le peuple africain va devoir jouer pour pouvoir se reconstituer et reprendre son pouvoir de décision perdu et confisqué par une élite coloniale fabriquée de toutes pièces depuis des années pour continuer l'entreprise coloniale de la démolition de la société africaine, c'est notre capacité à nous saisir de la situation politique internationale. C'est-à-dire que la géopolitique doit faire l'objet d'une étude particulière dans l'ensemble du dispositif que nous aurons à mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être capables de saisir quels sont les alliés possibles que nous pouvons avoir, étant donné que nous n'en avons jamais eu d'ailleurs, le peuple noir n'a jamais eu d'alliés dans ces combats depuis la nuit des temps. Donc, nous devons être en mesure de saisir éventuellement les alliés possibles que nous pourrons avoir ou les alliances de circonstances que nous pouvons conclure par moment et à des moments précis de notre déploiement stratégique
nous devons absolument, dans ce créneau-là, saisir les puissances et les groupes d'intérêt qui agissent aux côtés des dictateurs africains, des tyrans africains, pour maintenir la tête aux peuples africains sous l'eau. Nous devons saisir ces alliances-là et pouvoir agir sur les éléments qui permettent à ces pouvoirs-là, à ces pays, à ces groupes d'intérêt d'être aux côtés des tyrans africains. Nous devons être en mesure de saisir l'opération, le caractère ou bien les côtés opérationnels, le côté opérationnel de ces groupes d'intérêt et de ces pays étrangers pour pouvoir agir efficacement sur les instruments sur lesquels ils se fondent pour agir aux côtés des dictateurs africains. Ça, c'est un élément très important à étudier. Parce que si nous ne prenons pas en compte ces éléments-là, nous allons sous-estimer la capacité de ces pouvoirs-là et nous allons nous jeter dans une bataille sans mesurer effectivement la puissance de feu de ces dictateurs et de leurs alliances internes et extérieures. Donc l'élément géopolitique pour nous est très très important dans l'analyse que nous devons fournir à l'appui de la stratégie insurrectionnelle et révolutionnaire qui vient en Afrique et au Togo prochainement. Donc, au total, il est question ici de faire preuve d'intelligence et de vision, de profondeur historique pour saisir toutes les phases les plus importantes que notre peuple a connues depuis l'Égypte antique jusqu'à présent. Donc c'est un travail historique, une vision historique que nous devons avoir pour pouvoir avancer efficacement dans le travail qui est le nôtre en vue de pouvoir effectivement combattre ces pouvoirs de manière efficace. Alors il y a quelques commentaires. Je vois la constance toujours dans les actions, on y parviendra. Je suis au garde à vous, mon pacha de la vision panafricaine. Ben, merci. Ben, je pense que voilà, nous sommes résolument ancrés dans la vision panafricaniste et l'Afrique ne se fera pas. Disons que les peuples africains ne se referont pas sans s'inscrire dans une démarche résolument panafricaniste, c'est-à-dire une démarche fédérative, fédérale, qui va réunir l'ensemble des enclos coloniaux abusivement appelés États africains dans un ensemble avec un gouvernement qui soit un gouvernement fédéral avec des instances à la base capables de pouvoir travailler au plus près des populations. Donc, voilà un peu les circonstances ou le cadre dans lequel va se situer notre action insurrectionnelle et l'action insurrectionnelle des peuples d'Afrique dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ensuite, il y a un élément fondamental sur lequel j'aimerais insister ce soir, c'est la chefferie traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la chefferie traditionnelle, qui est, malgré toutes les attaques, tous les assauts subis par cette institution, reste l'institution, disons, dans laquelle la majorité des Africains se retrouvent, parce que cette institution, malgré toutes les déviances que la colonisation lui a fait subir,
cette institution tient quand même, malgré tout. Et il est vrai que si nous voulons reconstruire l'Afrique demain, l'institution de la chefferie traditionnelle va être la clé de voûte de cette reconstruction, de cette renaissance de l'Afrique. Et cette institution de la chefferie traditionnelle va être modernisée, va être dépoussiérée et va être décolonisée, en quelque sorte, puisque cette institution a été pervertie dans sa grande majorité par la colonisation et précédemment les razzias négrières transatlantiques. Donc, sur ce plan-là, il y a un grand travail aussi à faire. Cette institution doit redevenir une institution force dans le dispositif africain, modernisé, avec des textes qui lui soient donnés et faire en sorte que ces institutions redeviennent l'instance devant laquelle les questions, disons, de société, de droit, de tradition trouvent des solutions. Et surtout faire en sorte que cette institution de la chefferie traditionnelle soit pourvue de moyens appropriés pour pouvoir rendre justice et jouer son rôle de garant de l'équilibre social et, disons, de la conservation, de la révision et de la modernisation de nos traditions, de nos us et coutumes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un travail de codification du droit, un travail de codification du droit coutumier pour faire en sorte que ce droit coutumier passe au stade du droit moderne qui va régir l'ensemble de la société africaine. Donc, le rôle de la chefferie traditionnelle doit être revisité et adapté en fonction de notre parcours historique et de notre vision du monde et aussi des contingences historiques contemporaines. Et dernier élément sur cet aspect, c'est que cette chefferie traditionnelle qui va être la clé de voûte des institutions de la Renaissance de l'Afrique va être dotée ou doit être dotée des instruments disons, d'écriture. Je m'explique. Les institutions traditionnelles, la chefferie traditionnelle rend justice depuis des millénaires en Afrique. Nous n'avons pas, malheureusement, une tradition de jurisprudence écrite chez nous. Donc, cette institution va devoir être pourvue d'un organe, d'une sorte de greffe, qui va conserver les décisions qui sont prises par ces instances de sorte à créer une jurisprudence africaine, authentiquement africaine, pour que les générations futures puissent rendre, disons, justice sur la base de cette jurisprudence-là, faire évoluer le droit sur la base de cette jurisprudence-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui va être étudié et qui va nous aider dans la reconstitution de l'Afrique de demain. Alors, quelqu'un me dit, la stratégie est très bonne, mais on doit amorcer les actions pour libérer le Togo. Cela fait plus de 50 ans. Cela va continuer si rien n'est fait. Évidemment, c'est ce que nous sommes en train de dire. Moi, je ne vais pas, disons, disons que je vais simplement dire à ce compatriote de rester à l'écoute parce que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le MOLTRA va lancer un appel à une grande réunion d'information pour exposer sa vision et sa façon de faire les choses.
Donc, très bientôt, vous aurez de nos nouvelles. Le MORTRA va assumer ses responsabilités. Il y aura très bientôt une grande réunion qui va être organisée avec un projet de caravane qui va sillonner l'ensemble du territoire du Togo pour présenter le MORTRA, sa façon de voir les choses et sa vision, et demander aux populations de nous rejoindre dans ce mouvement-là pour essayer d'aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. Quels sont les avis du MORTRA sur la croissance démographique du continent? Dans un pays comme le Nigeria, on va atteindre presque les 200 millions d'habitants avec des budgets publics moyens et une demande de plus en plus croissante. Comment avoir une gestion saine? Non, bon, disons, simplement, je viens de dire que nous n'avons pas encore d'État en Afrique. Il faut cesser de se mentir à soi. Si nous continuons à prendre les croupions de territoires qui sont des excroissances des métropoles qui ont colonisé l'Afrique de manière directe, comme des États, si nous prenons ces anomalies territoriales comme des États, eh bien, nous avons tout faux. Tout est à refaire en Afrique. C'est pour cela que la situation aujourd'hui, la situation démographique, nous devons plutôt l'utiliser comme un facteur supplémentaire aux côtés des idées ou bien au service des idées insurrectionnelles et révolutionnaires pour pouvoir aller de l'avant. Donc, tous les problèmes que génère la démographie galopante, la démographie croissante en Afrique, trouveront leur solution à partir du moment où l'Afrique sera refaite. Mais tout ceci dépend de notre capacité à agir très vite, voilà, ou selon le temps. Plus nous agissons très vite pour reprendre en main ces territoires, pour les refaire à l'aune de tout ce que j'ai décrit en amont, eh bien, plus vite nous aurons à résoudre ces problèmes, moins nous allons agir de manière intelligente, efficace, ordonnée, disciplinée, moins nous aurons la capacité de résoudre ces problèmes à court terme. Donc ces problèmes vont attendre, et ces problèmes sont de différents ordres. Si on prend la croissance démographique africaine aujourd'hui, les différents problèmes qu'elle pose relèvent d'abord disons, de l'habitation, en tout cas de l'habitat, une politique d'habitat, politique alimentaire, politique sanitaire, politique même de la ville, parce que disons, l'urbanisme doit tenir compte évidemment de cette démographie et tous les problèmes de santé que génère la promiscuité, la pauvreté, les villes coloniales, parce que nos grandes villes africaines sont d'origine essentiellement coloniale. Toutes ces situations-là font que nous n'avons aucune prise réelle et nous n'avons aucune chance d'améliorer la situation de nos populations. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, il va falloir reprendre en main la géographie du continent pour pouvoir ensuite l'orienter effectivement vers la résolution de ces problèmes-là. Donc, c'est vain de penser résoudre les problèmes des populations africaines avec les enclos coloniaux africains tels qu'ils sont aujourd'hui et que nous persistons à dénommer États alors qu'ils ne sont pas du tout des États. Ce sont des enclos coloniaux dans lesquels les populations sont parquées et pourvues
de contremaîtres abusivement appelés gouvernements et présidents africains. Donc, aujourd'hui, nous avons l'impérieux devoir de reprendre en main cette situation, reconstruire le continent et réorienter les ressources dont dispose ce continent au service de la résolution des problèmes que ces populations ont. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Ça ne sert à rien de se casser la tête avec les gouvernants actuels qui ont inscrit l'Afrique et ses populations dans la fébrilité, dans la mendicité, dans le misérabilisme, alors que nous avons là un continent, un des continents, sinon le continent le plus pourvu de richesses par dame nature. Donc, si nous voulons résoudre les différents problèmes que nous avons l'impérieux devoir de reprendre d'abord en main l'outil étatique, l'outil géographique, l'outil politique, l'outil économique, l'outil administratif, l'outil judiciaire, l'outil l'outil sociologique et l'outil surtout, encore une fois, l'outil éducatif détenu par l'élite coloniale fabriquée de toutes pièces dans l'intention de continuer l'entreprise de démolition coloniale opérée par les sociétés occidentales qui sont depuis une vingtaine d'années maintenant rejoints par les pays asiatiques et ce qu'on appelle communément les pays émergents que sont la Turquie, le Brésil, les pays arabes, la Chine qui n'est plus un pays émergent, mais une puissance terrible qui ont inondé le continent africain depuis une vingtaine d'années et qui continuent d'approfondir les blessures infligées à l'Afrique depuis 3000 ans déjà. Donc voilà ce que c'est la voie que le MORTRA trace. Donc ça ne sert à rien de pouvoir, de vouloir chercher à changer la situation des populations africaines sous des régimes qui n'ont aucune capacité, aucune intelligence, aucune volonté, aucune envie de changer réellement la situation. Et ensuite, ces régimes-là n'ont pas du tout les moyens de changer la situation des populations africaines dans un cadre économique tel que celui-ci, qui est une économie capitaliste développée par les Occidentaux pour pouvoir faire main basse sur les richesses d'autres peuples à leur profit exclusif. Donc voilà, dans ce cadre-là, il n'est pas possible de changer la situation des Africains. Voilà. Disons, voilà les deux questions que j'ai. Je pense que je vais arrêter ce direct là et espérer que les prochains jours vont nous donner des instruments pour pouvoir implémenter la vision qui est la nôtre et que nous avons exposée depuis plusieurs années déjà. Donc, j'ai demandé tout à l'heure aux compatriotes de rester à l'écoute parce que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, le MORTRA va convoquer une réunion d'information au Togo et à Lomé et nous allons exposer la vision qui est la nôtre et quels sont les instruments sur lesquels nous comptons agir pour pouvoir mettre en évidence et mettre en œuvre les idées que nous portons depuis plusieurs années. Et je pense que, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien, disons, de culpabiliser ou de jeter la pierre aux opposants institutionnels. Ces gens ont une analyse faussée de la crise, de la situation au Togo,
qu'ils appellent une crise, ce qui est loin d'être le cas, puisque nous sommes dans une situation coloniale. Il ne s'agit pas d'une crise du tout. Et donc, de cette conception de crise, ces gens-là, ces opposants institutionnels, ont imaginé des solutions, lesquelles solutions ne cadrent pas en réalité avec la profondeur et la gravité du problème, mais étant donné que ces gens ont une conception théorique du problème, ils ont imaginé des solutions. Et évidemment, leurs solutions sont inopérantes dans la situation, parce que ces solutions-là ne sont pas adaptées au problème. Mais dans une logique intellectuelle, ces gens sont cohérents. Si vous pensez que la situation en Afrique et au Togo est une situation de crise politique, évidemment que vous n'aurez à proposer que des solutions de la nature, de dialogue, de réformes politiques, de manifestations pour demander des réformes politiques, électorales, etc. Disons, demander du dialogue avec les dictateurs, les tyrans africains. Donc, tout ceci est parfaitement cohérent. Le problème vient de l'analyse de base. Donc, ces gens-là, comme ils ont mal pensé, ils ont mal théorisé le problème, ils ne peuvent définir que de fausses solutions. Donc, ces gens, nous devons, disons, les mettre de côté et prendre ce qu'ils ont fait de bien et tisser au bout de cette ancienne corde qui est bien faite, ce que nous voulons construire maintenant. Donc, notre stratégie doit être de ne pas être dans une situation de diabolisation de ces gens-là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens intellectuels, spirituels, financiers, organisationnels qui sont les leurs. Bon, aujourd'hui, tout le monde constate que ces gens n'ont pas la solution. Du coup, nous devons être en mesure maintenant de reprendre la situation en main pour avancer. Parce que notre peuple ne peut pas rester éternellement otage à la fois des régimes en place et des oppositions institutionnelles qui n'ont pas du tout les capacités intellectuelles, conceptuelles, idéologiques, spirituelles, théoriques, analytiques pour pouvoir évidemment construire les solutions les plus adaptées à ces régimes-là. Donc ces gens-là, nous devons les mettre de côté et essayer d'avancer autrement. Donc voilà ce que je tenais à dire ce soir et à partager avec vous. Bien évidemment que cette vidéo, je vous prie de la partager, de la discuter, de la commenter, de la critiquer, de me soumettre à la critique pour que les différents points que j'ai essayé d'aborder soient approfondis. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas pu aborder, mais grâce à votre critique, grâce à votre travail de commentaire et de critique constructive, je peux essayer aussi d'améliorer ou de